Je sais que c'est compliqué pour beaucoup de gens de comprendre ce que je dis là, parce que quand vous l'avez pas vécu et quand vous n'avez pas le recul, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'apprendre de personnes, qui sont un peu vétérans dans ce milieu-là et qui ont fait les erreurs, en fait, que vous ne devriez pas faire. Je pense pas qu'on a besoin de faire tout un tas d'erreurs pour avancer. Je pense qu'on peut apprendre des erreurs des autres. Mais c'est extrêmement dur et je pense que beaucoup ne se rendent pas compte, c'est-à-dire que la partie technique, fondamentale et tout, évidemment que c'est déjà compliqué, la crypto en soi, c'est pas simple. Mais alors si en plus on rajoute la partie psychologique, c'est extrêmement dur parce que l'école nous a pas préparé à ça, nos parents non plus a priori, enfin les Français de manière générale sont nuls, 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 nuls en investissement et le pire c'est qu'ils pensent qu'ils sont bons. C'est ça le problème. Il y a une étude de l'AMF que j'avais présentée sur mon autre chaîne, Éternel étudiant qui parlait de ça justement. C'est-à-dire que les mecs, non seulement ils sont mauvais, ils sont nuls, mais ils pensent qu'ils sont bons. C'est-à-dire qu'ils ont le biais de surconfiance, tu vois? Et ça, c'est hyper dangereux. Ça, c'est hyper dangereux parce que c'est aussi le syndrome de Dunning-Kruger. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est bon alors qu'en fait, on est nul à chier. Et c'est là où, en fait, ça se retourne contre nous, où en général, on, on fait des grosses conneries et on ne se rend pas compte des choses qu'on ne sait pas, justement parce qu'on ne les sait pas. Et que si on n'a encore jamais vécu toutes ces choses-là, je veux dire, regardez sur le court terme, aujourd'hui, votre comportement, ce que vous faites, et est-ce que ce comportement et ce que vous faites, ça reflète une probabilité importante pour vous d'obtenir des résultats qui soient significatifs. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens ont l'impression qu'ils sont uniques, qu'ils vont être capables d'obtenir des résultats qui sont importants, sauf que la majorité se plante. C'est qu'il y a une raison par rapport à ça. Quel contenu est regardé? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que le comportement, quand ça augmente, bah, en fait, ils achètent et quand ça baisse, ils vendent? Est-ce qu'ils ont une vraie tolérance aussi au risque? C'est important, hein, ça, on n'est pas tous égaux, hein. Il y a des gens qui se disent: «Moi, c'est bon, je suis capable de subir la volatilité», mais en fait, quand ils commencent à subir pour la première fois, une volatilité importante et en l'occurrence, par exemple, sur l'Ether, ça a été 60-65 en quelques mois, les mecs s'y préparaient pas. Ils disaient: «Non, mais moi, je suis allé sur Bitcoin, Ether, parce que c'est bon, je considère que c'est sûr». Et au moment où il y a eu cette volatilité, les mecs, ils ont commencé à réfléchir, à se dire: «Putain, est-ce que, la thèse d'investissement, elle est toujours bonne?» Tu commences à douter, tu te poses des questions, tu t'interroges et c'est comme ça qu'on fait des conneries. Pour autant, ce qu'on a observé, ça devait faire partie des scénarios qui doivent être envisagés. Tout comme celui de se dire: «Là, ça augmente, on est content, on rigole, machin», tout comme la probabilité que ça rebaisse fortement ou que ça continue d'augmenter très fortement. Et dans les 2 cas, vous devez être prêt. Et est-ce que c'est le cas? Si ça continue d'augmenter fortement, est-ce que vous avez la location qui vous plaît et ça vous convient et que ce que vous êtes prêt? Si par contre, il y a une baisse, est-ce que c'est good aussi pour vous? Est-ce que vous allez en profiter pour recharger, et cetera, et cetera? C'est ultra important, hein, ce que je dis, hein, d'accord? Je prends du temps avec vous, pour vous présenter ça, pour vous rappeler les fondamentaux. Ça fait des années, hein, qu'on vous explique ça, heu et je continuerai de le dire parce que on est passé par là, on sait ce que c'est. Et après avoir accompagné vraiment des milliers de personnes depuis 2018, c'est le plus compliqué. La psychologie, c'est ce qu'il y a de plus dur. La technique, on peut vous l'apprendre. Crypto-investisseur, tout, comment faire, et cetera. Le comment, on peut le faire. Il y a pas de souci, on vous enseigne tout ça, il y a aucun problème. Il y a des outils qu'on a développés pour vous permettre de gagner énormément de temps, pour l'analyse fondamentale, de savoir où est-ce qu'on se situe dans les cycles, et cetera. Par contre, le mindset, l'état d'esprit, malheureusement, on peut pas vous l'inculquer comme ça. On peut vous donner des connaissances et tout un tas de choses comme ce qu'on présente là. Et malheureusement, je pense qu'aussi, il y a l'expérience qui fera qu'on va être amené à le développer. Si on a vécu que dans la théorie en mode on n'a jamais investi, on se dit ouais, c'est bon la volatilité, ça peut faire ça peut baisser, les altcoins ils peuvent perdre 90-95%, on se rend pas compte de ce que c'est. On se rend pas compte de ce que c'est 90-95% de baisse, voire des fois même 99% de baisse pour après remonter. Cardano, par exemple, ça a été ça, c'est-à-dire que 2017, il est monté à 1 euro, il est descendu à 1 centime, il a perdu 99% de sa valeur. Ensuite, il est remonté à plus de 4 balles. Ensuite, il est redescendu à 25 centimes, là, il est à 80-90 centimes. L'Ether, ICO, un Bitcoin, je le dis tout le temps ça, parce que c'est quand même assez fou, hein, la volatilité. Et on parle des grosses cryptos, hein. Les plus petites, c'est encore pire. L'Ether, listé à 30 centimes, un Bitcoin, ça valait 200 balles à l'époque et on pouvait l'échanger contre 2000 Ether lors de l'ICO. Donc 30 centimes, c'est descendu à 15 centimes, c'est monté à 1400 $ en 1 an et demi, en 2017, pour redescendre à 70 $,
pour remonter à 4 900 $, pour redescendre à 900 $, 800, 900 $, pour remonter à 4 000 là, sur un top local. Et là, on est à 2600, 2000, 2700. Voir un Ether à, je sais pas, 9 000, 10 000, 12 000, voire même beaucoup plus dans les prochaines années, c'est pas anodin. Mais c'est ça la volatilité. Et on parle des plus grosses cryptos. C'est pour ça que quand il y en a beaucoup qui commencent à aller sur des alts, et des alts beaucoup plus spéculatifs que ça, évidemment. Très souvent, ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas l'expertise, ils n'ont aucun moyen de comparaison, etc. Ils ont entendu des fois un peu parler de tokenomics et tout, mais globalement, c'est pas ça qui fait une analyse fondamentale, ni même qui fait une approche d'investissement, hein, de simplement se dire, moi j'investis et je fais du DCA buy and hold. C'est pas une stratégie, ça. D'accord. Buy and hold, si tu fais une buy and hold sur un DCA, sur un projet qui pue, qui fait que baisser, tu sais, c'est un peu le buy the dip. Hein. Buy the dip, mais ça fait que baisser. C'est buy the dip, buy the dip, buy the dip, buy the dip. Il y a un moment donné, c'est pas une vraie approche. Évidemment que ça sera, dans la théorie, ça peut être pertinent parce que tout n'est pas acheté, mais c'est incomplet. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je pense que vu le marché dans lequel on se situe, vu les institutionnels qui sont sur le marché, vu les entreprises qui arrivent, etc., on est sur un point d'inflexion en crypto qui est juste monumental. Les opportunités sont monstres, mais la probabilité de beaucoup de gens de foirer ce truc-là, comme ça a été le cas dans les années d'avant, c'est important. Tout simplement parce qu'ils n'ont peut-être pas le recul, ils n'ont peut-être pas l'expérience, ou ils ont l'impression de connaître alors qu'en fait, ils ne le sont pas. Et c'est pour ça que ce que je dis, j'insiste dessus parce que c'est ultra important. Et du coup, souvenez-vous. Souvenez-vous de ce que vous avez vécu. Souvenez-vous des erreurs que vous avez faites. N'ayez pas la mémoire courte. La mémoire courte en crypto, c'est ce qui tue vos gains. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui oublient. C'est-à-dire, ils ont vécu des périodes compliquées, difficiles pendant des années. Ils ont fait des merdes, des erreurs. À un moment donné, ils ont appris de leurs erreurs. Et puis après, quand ça augmente ou quand ça baisse, bah, tout ce qu'ils ont appris, ils le mettent de côté parce que émotionnellement, ils ne tiennent pas. Et c'est pour ça que la partie psychologique, émotionnelle, pour moi, ça peut s'enseigner, on peut comprendre un petit peu comment ça se passe, mais surtout, ça s'expérimente. Et ça, malheureusement, c'est compliqué. Et c'est ce qui fait que des personnes vont obtenir des résultats ou non. Il y a la partie technique, encore une fois, qu'on peut vous enseigner, qui est sur la partie crypto-investisseur, la partie accompagnement qui va plus loin, mais la partie psychologique, comment vous allez gérer votre argent et comment vous allez gérer émotionnellement la volatilité, là, il faut le tenir et il faut l'expérimenter. Presque personne n'a acheté de l'Ether à 1 300 $. Tout le monde disait qu'Ethereum était mort. On va dans le sens de la foule. Exactement. Là, on subit souvent à l'achat cette volatilité, mais quand ça pump, tu peux le voir venir. Tu as des indicateurs, je suis d'accord, mais c'est pour ça que, en fait, moi, dans mon propos, c'est de dire toujours les deux écoles, c'est-à-dire les mecs qui vont te dire quand c'est bas, ça va descendre plus bas et ils n'achètent pas, et quand ça monte, ils veulent acheter et ils attendent un pullback, un énième pullback parce qu'ils se disent putain, je voulais acheter, je voulais acheter, je voulais acheter. Et au final, ça fait que monter jusqu'au moment où ils craquent, ils achètent. Et après, ils se tapent la volatilité pour la première fois et vu qu'ils ont un prix d'achat moyen qui est hyper élevé, les mecs, ils tiennent pas. Et du coup, ils vendent. Ouais, ben voilà. Si tu as un horizon d'investissement sur des projets, tu as un horizon d'investissement depuis, comme toi, hein, depuis 10 ans, sur des projets à forts fondamentaux dans lesquels tu crois, a priori, ton prix d'achat moyen, il est hyper bas et tu as gagné pas mal d'argent. Donc, bravo et félicitations. Mais justement, tu vois, c'est avec le recul. Alex, tu vois, ce que tu as fait, c'est avec le recul, c'est avec le temps. Il t'a fallu des années. Il y a sans doute des erreurs au départ que tu as fait. Mais ça, les gens, en fait, ils ne se rendent pas compte. C'est que pour obtenir une bonne chance et une probabilité d'obtenir des résultats, en fait, très souvent, il ne faut pas se dire, je vais en crypto pour faire un coup sur un cycle. Très souvent, surtout sur des gros projets, il faut être là sur le très long terme en fait et accepter de se dire ok bah le premier cycle sera peut-être pas ultra performant puis le deuxième cycle on va faire mieux etc parce qu'en fait de cycle en cycle si tu prends par exemple le BTC si tu as fait un DCA ton prix d'achat il est nettement plus faible que le prix qu'on a aujourd'hui donc tu es très largement en positif tu vois et du coup cette volatilité tu la subis plus mais parce que tu as accepté de la subir à un moment donné où ça a été compliqué et là où beaucoup de gens ne voulaient pas le faire donc c'est une approche qui fonctionne bien et de se dire bull market, bear market, je m'en fous, je suis là pour les 40 prochaines années. Et moi, je fais un DCA et je me pose pas trop la question sur des projets comme Bitcoin, Ether, peu importe. Mais je sais que pour beaucoup, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, je suis prêt à investir sur des périodes où les gens ne s'y intéressent pas, mais je veux quand même prendre des profits. Et donc là, pour moi, il y a quand même une certaine
une temporalité, surtout quand on prend la partie alt. Parce que la partie alt, faire ça depuis 2015, tu regardes le top 10 en 2015 et le top 10 que tu as aujourd'hui, ça n'a rien à voir, hein. Les projets, il y en a beaucoup qui n'existent plus aujourd'hui et donc a priori, si tu as fait un DCA depuis 2015 sur des projets qui n'existent plus, tu as perdu pas mal d'argent, quoi, tu vois? Mais en effet, ça se défend. C'est pas Warren Buffett qui disait qu'il était devenu riche en vendant toujours trop tôt. Alors pour moi, je crois que c'était JP Morgan. Mais bon, on vérifiera. Enfin, vous pourrez vérifier les mecs, mais en tout cas, au final, que ce soit Warren Buffett ou Pierre-Paul Jacoujan, on s'en fout. C'est la phrase qui est importante. C'est Buffett. Eh ben, écoutez, je me suis trompé. OK. Tu penses quoi du trading stop en bull run? On en a parlé, sur, pas mal de live avec Théo et Mickaël, donc oui, c'est une approche qui est intéressante. Le seul souci, c'est que la plupart, en fait, le font sur des plateformes centralisées. Si tu veux faire le trailing stop, en fait, globalement, tu es obligé de laisser une partie de tes fonds sur les plateformes d'échange centralisées. Et évidemment, bah, ça nous plaît pas. Voilà. Donc, est-ce que le pourcentage de gains que tu peux obtenir avec cette approche-là, par rapport au risque que tu prends de perdre potentiellement l'intégralité de tes fonds que tu as déposés sur la plateforme, est-ce que ça vaut le coup? Moi, je considère que non. Voilà. Mais bon, après, chacun gère son risque comme il veut. Comme tu dis, Laudrin, ne pas vendre, enfin, comme tu dis Jérôme plutôt, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, exactement. Mecton, un truc ultra important, c'est de ne pas réinjecter ses gains. Grosse erreur, exactement. Ça pareil, on le dit depuis des années sur YouTube et on va continuer de le dire. Les plus-values que vous faites en crypto, l'argent que vous avez sorti, c'est sorti. Il rentre pas, c'est fini. Vous l'avez oublié, c'est hop, l'argent, il n'est plus, il n'existe plus. C'est terminé. D'accord? Vous aurez toujours des raisons de penser que des pullbacks, ça sera des bons moments de rentrer. Ça serait con de se dire, tu vois, théoriquement, c'est un peu ça. C'est de se dire, des baisses de 30% comme qu'on a eu sur le BTC, il y en aura. D'accord? Des baisses bien plus importantes sur les alts, il y en aura. Et donc de se dire, attends, j'ai vendu à un top local. Là, les alts, ils ont perdu 60%. Moi, je pense que ça va encore continuer. Ça serait con de ne pas réutiliser l'argent que j'ai pour racheter plus bas, pour après reprofiter de la hausse. Ça me fait encore plus de rendement. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous allez pouvoir peut-être le faire une fois ou deux fois. Sauf que la troisième, votre prix d'achat, il est tellement haut et vous n'avez pas pris de profit parce que vous avez réinjecté, vous avez fait des effets de levier un peu d'une certaine manière, mais ce n'est pas vraiment un effet de levier, mais vous avez réinjecté l'argent que vous aviez. Psychologiquement, vous n'êtes pas prêt. Et quand la énième correction arrive, qui sera finalement la dernière, qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, hein, on ne saura jamais quand est-ce que ça sera la dernière, là, psychologiquement, c'est extrêmement dur. Extrêmement dur. Que là, quand on arrive dans le déni, où les mecs ils sont hyper agressifs sous les vidéos sur YouTube, où ils viennent t'insulter parce que pour eux, c'est pas possible que ce soit terminé. Enfin, tu vois, on en revient toujours au même point. Mais du coup, c'est une règle ultra importante. Si vous êtes dans la crypto depuis un certain temps, vous êtes rentré dans des moments compliqués, vous avez tout fait correctement, et qu'à un moment donné, vous prenez des plus-values, c'est séparé. D'accord? Ces plus-values, elles sont là. Vous les touchez plus. Et de toute façon, si vous avez gagné du pognon, a priori, il y aura un bear market et que dans un bear market, vous pourrez racheter plus bas. Voilà. Car si vous avez validé des plus-values et des bonnes plus-values, parce que la plupart, quand ils commencent à valider des plus-values, c'est que souvent le marché, il est important, il est en général surévalué. Et ça ne veut pas dire que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça peut, c'est comme ça qu'on crée aussi des phénomènes de bulles. Mais cet argent-là, vous le mettez de côté. Vous le mettez de côté. Vous ne le re-rentrez pas. Mais c'est une erreur. Vous allez voir que vous aurez envie de le faire, ça sera tentant. Parce que cet argent-là, vous dites, attends, j'ai sorti de la thune, là, ça a baissé de 60%, je vais re-rentrer. C'est un pullback, c'est bon, en plus, on est pile sur des retracements de Fibo, je re-rentre, ça vaut le coup. Non, non, c'est une connerie. Ne le faites pas. C'est une règle d'or, hein, c'est des trucs, vraiment, vous devez vous l'inscrire dans la tête. Hein. Les plus-values que vous avez faites, c'est fait, c'est bon, c'est fait. L'argent d'aujourd'hui vaut beaucoup plus que l'argent que vous pourriez avoir demain. Ça aussi, c'est une autre leçon. D'accord. Et on en revient toujours à la partie psychologique. Hein. Vous allez voir que ça, on le comprend sur le papier. Quand les opportunités seront là et quand on va de nouveau continuer le cycle, vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui vont mettre ça de côté et qui vont pas le mettre en application ou qui vont considérer qu'eux seront capables de mieux timer, etc. Et vous allez voir que, comme là, hein,
ça a baissé, ça a baissé, ça a baissé. Quand ça augmente, on voit tous ceux qui étaient, bear, qui n'ont pas investi, qui attendent un pullback, «S'il te plaît, redescends, je veux rentrer sur le truc, redescends». Et quand ça monte très vite, très fort. Ça peut baisser pendant des mois, lentement, saigner très lentement pendant des mois et exploser d'un coup. Et toutes les pertes que tu as pu obtenir subir pendant des mois, tu peux la récupérer, hyper rapidement dans un truc où ça augmente. Le marché crypto, je vous avais montré des stats et pareil en bourse, les plus grosses performances, ça se fait sur 10 du temps. Je sais pas si on vous vous rendez compte du truc. C'est-à-dire que par exemple, sur le Bitcoin, sur une année, vous loupez les 20 meilleurs jours sur une année sur le BTC, vous pouvez passer en négatif. Quand bien même le Bitcoin aurait eu des performances supérieures à 1000, 1200, 3000%. C'était le cas en 2017, c'était le cas en 2021, etc., etc. Et on parle du Bitcoin, hein. Donc pour profiter de ces périodes où ça pump très vite, très fort, à moins d'être là et d'être investi et d'avoir accepté cette volatilité et le risque à l'achat, bah, il y a très peu de chances de pouvoir le faire parce que si on attend tous les indicateurs techniques qui nous disent c'est sur vente, faut acheter, les mecs en général ils n'achètent pas parce qu'il y a toujours un retard. Et quand ça va repasser bullish, là par exemple, on voit que sur pas mal de projets, on a le MACD, on a des Golden Cross qui commencent à arriver. Les prix, ils ont déjà augmenté, hein. Les prix, ils ont déjà pris pour beaucoup de projets, des fois du 200, 300, 400%. Et pour profiter de ça, il faut accepter de rentrer quand tout le monde vous dit que c'est de la merde. Et là, c'est hyper dur. Quand je fais mon plan de sortie, je me dis que c'est pas assez, je suis trop gourmand, même s'il faut éviter. Ouais, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Il faut être capable de se créer une vraie stratégie de sortie. En fait, les gens pensent qu'une stratégie de sortie, c'est de se fixer juste des paliers. Mais les paliers, déjà, tu les choisis pas n'importe comment. Et c'est pas des paliers que tu choisis par rapport à ton portefeuille ou ce que tu aimerais que ton portefeuille fasse. Je veux dire, il y en a certains, tu peux mettre palier à Bitcoin à 200 000, 300 000, ça ne veut pas pour autant dire qu'il va monter là. En fait, préparer une stratégie de sortie, c'est de se préparer à tous les scénarios et d'adapter tout ça par rapport à sa situation personnelle pour que peu importe ce qui se passe, tu sois en mesure de te protéger, de ne pas perdre d'argent et de sortir avec une plus-value. C'est ça la stratégie de sortie. Et ça prend du temps, hein, d'accord, hein. C'est pour ça que ceux qui décident de se mettre à jour et qui ont envie d'accélérer, la partie accompagnement, on a partagé notre stratégie de sortie, tout est bon. Rapidement, vous pourrez vous mettre à jour, hein. Il y a les targets, il y a tout, voilà. Et en plus, nous, on vous accompagne. C'est-à-dire que si après, derrière, vous avez des questions et vous nous envoyez, tiens, votre stratégie de sortie, nous, on peut vous dire, tiens, complète ça, c'est pas suffisant, etc., etc. On peut vous donner notre avis aussi, hein. Il y a une vraie proximité pour ceux qui se sentent un petit peu perdus. Le jour où je prends des profits, j'attends une dinguerie de Trump pour racheter la peur. Parce qu'il y en aura aussi, en effet, hein, je suis d'accord avec toi, Jean Lassin. Et il y aura un moment donné où tu verras quand. Enfin, je sais que je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà vécu, ça, mais quand on passe. Là vous voyez, en 40% d'augmentation sur les terres, on est passé de la peur à grid, à cupidité. Vous avez vu à quel point le pendule, il change. C'est quand même un truc de fou. Juste en un claquement de doigts. Le sentiment, une bougie verte, ça change. C'est un truc de fou. Mais oui, dans tous les cas, il y aura des corrections et il y aura un bear market. Ceux qui vous diront, mais il n'y aura pas de bear parce que machin. Il y aura un bear market et un bear market qui sera, à mon avis, terrible. Plus ça augmente vite, plus ça augmente fort, plus il y aura un bear market terrible. Et à chaque fois, il y a des dingueries. Chaque bear market, il y a des dingueries. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un gros qui se fasse liquider, mais on verra, hein. Mais tous ceux qui peuvent s'interroger sur les contenders ont déjà peut-être des idées. Des personnes qui pourraient se faire liquider. Mais il y a toujours des grosses, grosses, grosses liquidations qui poussent en général les prix bien plus bas que ce qu'on pourrait espérer. Regardez, le Bitcoin, il est passé de 69 000 à 16 000 en un an et demi. Donc les mecs, ils te disent non, mais cette fois-ci, c'est différent parce qu'il y a les nations, parce qu'il y a les États, parce qu'il y a tout le monde qui achète. Ouais, bah, laissez-les garder les cryptos, pas de problème, gardez. Puis vous prenez des profits, puis vous verrez après. C'est un conseil d'amis que je vous donne. 80% des traders perdent en bourse, c'est même pire que ça, hein. Les chiffres de l'AMF, ils sont plus.
ils sont même plus alarmants que ça, hein. Plus de 80%. Et ça dépend les outils utilisés, et cetera. En fait, si tu prends ceux qui perdent de l'argent et ceux qui en gagnent pas, parce que tu en as aussi qui en gagnent pas, tu es à plus de 90-92%. En bourse. En bourse. Tu prends en crypto, parce qu'en plus, des traders qui gagnent vraiment du pognon, c'est extrêmement difficile. C'est un peu, pour moi, c'est vraiment, déjà, c'est un métier. C'est pas un hobby que tu fais à côté, c'est un métier. C'est un métier de haut niveau. D'accord. Et c'est des mecs qui sont, mais c'est des cadors, quoi. C'est vraiment, c'est des mecs qui sont extrêmement bons. Psychologiquement, ils sont hyper solides. Ils ont des années d'expérience. Ils ont accepté de perdre énormément d'argent pour potentiellement pouvoir en regagner, etc., etc. Je vous invite à suivre l'histoire d'un mec qui était un trader juste de folie, qui s'appelle Jesse Livermore. D'accord. Je vous invite à regarder son truc. Et vous regarderez que beaucoup de ces traders-là, qui sont des génies, parce que Jesse Livermore, ça a été ça, hein, c'était un trader de génie, qui a quand même fini broke, mais 3 ou 4 fois dans sa vie. C'est-à-dire qu'il a gagné des millions, et pas des millions d'aujourd'hui, hein, des millions du passé. Donc, c'est pas du tout la même valeur qu'aujourd'hui. Qui s'est retrouvé sur le carreau 3 ou 4 fois, et qui, à la fin de sa vie, s'est quand même retrouvé sur le carreau. C'est-à-dire qu'il a quand même tout perdu. Il a gagné des millions, il a tout perdu, il a refait des millions, il a tout perdu, il a refait des millions, il a tout perdu, etc., etc. Et après, il y a d'autres mecs qui ont été des traders, je pense, un peu plus adaptés avec les outils d'aujourd'hui, etc. Tu peux prendre Paul Tudor Jones, tu peux prendre Bill Miller, toutes ces personnes-là, qui sont aussi des traders de renom. Mais c'est des mecs qui sont là depuis hyper longtemps, quoi. Genre, c'est vraiment, c'est un métier de très, très haut niveau. Et donc, en fait, si tu enlèves ceux qui perdent de l'argent, les débutants, ceux qui sont à break-even, ou ceux qui gagnent un petit peu, mais vraiment pas grand-chose, en fait, tu te rends compte que l'écrasante majorité perdent, voire gagnent rien, très très peu. Et tu en as une extrême minorité qui se partage un gâteau qui est juste monumental parce que les mecs sont extrêmement bons. Mais ça, c'est la réalité. Et malheureusement, le problème, c'est que les gens, on va leur faire croire que pour être trader, c'est simple, tu vois. Parce qu'en fait, l'analyse technique en soi, c'est pas le truc le plus difficile à appréhender. Tu vois, tout le monde peut aller sur TradingView, taper des zones de résistance, de support, apprendre 2-3 patterns, être capable de regarder le RSI, le MACD, apprendre Ishimoku, faire des retracements, des extensions de Fibo. Je veux dire, on peut faire les vagues d'Elliott, on peut faire des trucs. Évidemment, tu as des approches qui sont plus ou moins poussées. Je veux dire, en soi, si demain tu te mets sérieusement à apprendre l'analyse technique, c'est pas comme si tu devais apprendre, je sais pas, à coder en Python. Tu vois, apprendre à coder en Python, ça va prendre du temps pour le faire. Tu vois, ça va demander du temps, ça va être compliqué, etc., etc. Il y a une vraie barrière d'entrée. L'analyse technique, c'est pas ultra simple, mais en tout cas, c'est pas le truc le plus compliqué. Donc en fait, on a l'impression que c'est accessible. Tu vois, c'est une discipline qui est accessible. Les gens, ils pensent que simplement en faisant de l'analyse technique, c'est bon, ils vont devenir traders sur TradingView. Tu vois, les mecs, c'est bon, je fais mes supports, mes machins, je suis un trader. Bah non. Ceux qui sont des vrais traders, déjà, ils ne sont pas sur TradingView, déjà. C'est étrange, hein. Les institutions, tu prends à Barclay, etc., les mecs, ils traitent des milliards. Comme par hasard, ils ne sont pas sur TradingView. Hein. Ils ne sont pas en train de dire, alors là, je mets ma petite zone de support, je fais mon truc. Ils bossent avec des flux, ils bossent avec des modèles d'IA, ils bossent avec des trucs. Et même ces personnes-là, pour beaucoup d'entre eux, n'arrivent même pas à surperformer le marché avec tous les outils, des milliards mis dans des recherches, dans des analyses et tout. Donc autant vous dire que le PEGU moyen qui est sur TradingView avec ses modèles de moyenne mobile et tout, voilà. Et je parle du court terme, hein, d'accord. C'est-à-dire le day trading, évidemment, ça pour moi, ça peut être destructeur pour beaucoup de gens. Le scalping, c'est encore pire. Il n'y en a pas un qui va gagner une thune en crypto que le scalping. Et après, éventuellement, il y a le swing, c'est-à-dire que tu investis sur des tendances, sur des time frames qui sont plus longues. C'est-à-dire que là, je peux concevoir le truc. Tu as des études qui montrent que ça peut être, c'est moins dangereux que ça parce que tu lisses la volatilité avec la tendance. Donc éventuellement, là, ça peut être intéressant. Mais pareil, je pense que c'est pas adapté. Je pense que la plupart. Un constat tout simple. Un constat tout simple. Tu prends des mecs qui se disent traders, qui gagnent des thunes. Tu prends depuis le temps où les mecs sont en crypto, le prix du Bitcoin au moment où ils sont rentrés. Tu fais le calcul d'un DCA mensuel sur le Bitcoin depuis le moment où ils sont là, le moment où ils sont arrivés en crypto et le moment où tu es en train de faire cette analyse. Imagine le mec, il est
depuis 7 ans en crypto. D'accord? Bah, tu fais l'équivalent d'un DCA tous les mois avec l'argent qu'il a et tu compares les performances d'un simple DCA sur BTC depuis qu'il est arrivé par rapport au profit qu'il a aujourd'hui avec son approche trading. Presque 100% des mecs sont dans le trou. C'est-à-dire 100% des mecs vont te dire, même les mecs qui gagnent un peu de thunes, même les mecs qui gagnent un peu de thunes, tu te rends compte qu'ils sous-performent. Ils sous-performent une approche DCA buy and hold. C'est pour ça que nous, on parle de ça. Et on vous le dit avec tant de ferveur et tout, parce que c'est ce qui marche. Et pour un particulier, c'est là où vous avez le plus de chances de réussir. Pourquoi les plateformes d'échange centralisées sont devenues aussi riches et aussi puissantes? C'est pas parce qu'elles ont créé une innovation majeure, exponentielle, etc. Non, les brokers, on connaît ça depuis l'histoire de la bourse. C'est qu'ils ont pris tellement de frais et tellement de thunes aux traders que les mecs sont devenus. Binance, par exemple, ils rachètent, je sais pas, vous avez vu la dernière fois, hein, leur token BNB, là, leur coin BNB, ils ont racheté pour 943 millions de dollars en burn. C'est-à-dire que les mecs, ils prennent, imagine-toi que tu es en face à une boîte qui gagne tellement d'argent, qui prend 949 millions de dollars, qui rachète son propre token pour ensuite le burn. C'est tu jettes de l'argent par la fenêtre. Et ils ont jeté des milliards comme ça par la fenêtre. Ils gagnent tellement d'argent qu'ils peuvent se permettre de faire ça. Quelle boîte aujourd'hui fait ça? Alors on peut se dire que c'est une espèce de buyback. Ça existe en bourse. Mais c'est quand même assez différent parce que le buyback, en fait, tu détiens toujours les shares. Tu ne vas pas les jeter. Tu ne peux pas les jeter. Là, ils jettent leurs jetons. Donc si ces boîtes-là gagnent autant d'argent aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'ils prennent tellement de thunes aux traders qui pensent justement qu'ils vont devenir hyper riches que. Et ça ne sera pas le cas. Que voilà. Et qui gagne de l'argent en crypto? On a les fondateurs de projets, on a les plateformes d'échange et on a les holders. C'est les 3 catégories. Le reste, les traders, rectent. Ils ne gagnent pas une thune. Et très souvent, même ceux qui gagnent un petit peu d'argent, ils sous-performent. Ils sous-performent une approche buy and hold en se cassant la tête, en ayant des crises de nerfs, parce que les gens, ils ne savent pas trop ce qu'il en coûte. Hein. Mais moi, je connais des personnes dans ma vie IRL, mec, ils ont perdu leur famille, ils ont perdu leurs potes, ils ont perdu leur travail. Psychologiquement, c'est extrêmement compliqué. Hein. Et ils ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire derrière. C'est pour ça qu'on insiste là-dessus, sur la partie trading et tout, d'éviter de tomber dans ces travers-là, parce que c'est le passage de beaucoup de gens. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui font l'apologie un petit peu de ce truc-là sur YouTube en présentant du contenu sur ça, parce qu'au final, la plupart des gens sur YouTube vont vous faire que de l'analyse technique. En fait, ils vont pas vous parler de tout ce qu'on vous dit là. On est presque les seuls à exposer ce genre de choses. Et je dis pas que l'analyse technique, c'est pas intéressant. C'est un outil. Mais si on repose toute son approche que sur l'analyse technique, je pense que c'est incomplet. Et je pense que beaucoup de gens ne sauront pas correctement le faire parce que, encore une fois, c'est un domaine de haut niveau. Quand ça se terminera, personne ne sait. C'est pas le doute, mais la certitude qui rend fou. Ouais, c'est ça, exactement. Jordan, est-ce que tu crois qu'en tant qu'Européen, on aura encore l'occasion d'investir en crypto avec ces interdictions en vue? J'en ai parlé, je crois que c'était mercredi dernier sur le live. Je sais pas si tu l'as vu, Jordan. Si ce n'est pas le cas, j'ai dit un coup d'œil, j'en ai parlé peut-être presque pendant 2 heures.